La communauté non-voyante et malentendante ici sur le territoire lavallois est de plus en plus confrontée à des enjeux d'accès à l'information, ne serait-ce aussi que pour avoir des services essentiels. Il est important d'en discuter donc avec Lorena Garrido, qui, elle, est directrice générale du CIVET. C'est le service d'interprétation visuelle et tactile. Madame Garrido, bonjour. Bonjour. Content de vous accueillir parce que je pense que notre discussion va être aussi essentielle également. Vous êtes actuellement devant un manque d'interprètes, ce qui fait en sorte que finalement, ça devient un défi pour les non-voyants et malentendants sur le territoire lavallois. Là. Exactement. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui parce que je suis contente qu'on me donne une tribune, en fait, pour parler de cette problématique-là, de cette réalité-là que les gens vivent. Nous, on est les services d'interprétation visuelle et tactile. Il y a quelques-uns au Québec. On est 4 services régionaux d'interprétation. Au CIVET, on couvre une grande région avec beaucoup de population. Donc, on est le service le plus grand du Québec. En fait, c'est quoi le service d'interprétation? C'est ça que j'ai envie de vous dire en premier pour que les gens connaissent un petit peu ce qu'on fait, ce que les personnes sourdes et aveugles ont besoin. Un service d'interprétation, c'est un fournisseur de services d'interprétation. Un interprète, c'est quelqu'un qui donne l'accessibilité communicationnelle pour les personnes sourdes, pour les personnes malentendantes et pour les personnes sourdes et parfois qui ont des problèmes visuels également. OK. Donc, il peut intervenir de plusieurs façons. Exactement. Et ça peut être en langue des signes. Par exemple, aujourd'hui, je suis accompagnée d'un interprète pour permettre l'accessibilité communicationnelle qui communique en langue des signes québécoise, en LSQ. Il y existe aussi la langue tactile, langue des signes tactile pour les personnes qui ont des problèmes visuels également. Il existe l'oralisme aussi pour les personnes qui peuvent lire sur les lèvres, par exemple. OK. Donc, c'est très, très vaste. Puis, donc, on est devant un manque d'interprètes, ce qui fait que peut-être dans certains tranches de services, comme par exemple les soins de santé, on a peut-être accès à des interprètes, mais à d'autres, ça bloque le développement, la vie du quotidien des gens qui sont non-voyants ou malentendants, finalement. Tout à fait. En fait, les services essentiels sont couverts par des ententes de services avec le gouvernement. On les salue d'ailleurs parce que c'est important que les personnes sourdes aient accès à tous les services essentiels. Ceci dit, le manque d'interprètes touche aussi les services essentiels. Nous, actuellement, on est à environ 10-12% des services non répondus par manque d'interprètes. On s'entend que les urgences sont toujours répondues. Là. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle de services essentiels, c'est la santé et les services sociaux. C'est par exemple l'école. L'école du côté du parent, par exemple, qui veut aller échanger avec un enseignant pour le développement de son enfant. Donc, ça, c'est des services essentiels. Il y a aussi de la justice, par exemple. Quand quelqu'un va en cours, le juge a besoin de comprendre ce que la personne dit et la personne aussi a besoin de comprendre le juge. Donc, ça, c'est des services qui doivent être couverts par les ententes de services. Ouais. Mais vous l'avez bien dit, il nous manque 10-12% pour les services essentiels, mais on ne parle pas du tout du reste qui n'est pas couvert. Puis le reste, ça comprend, par exemple, donnez des exemples. Oui. Les loisirs, un cours, une conférence, l'humain, là, c'est pas juste... On ne peut pas juste être fait de santé et des services sociaux. Là. Pour faire un humain, c'est participation sociale, c'est aller faire du sport, aller participer à la vie sociale, la vie communautaire aussi. Quand on parle d'inclusion, c'est ça, là, concrètement. Là. Oui. Ouais. Puis les interprètes, bon, vous avez expliqué leur quotidien, mais former un interprète, apprendre la langue des signes comme Mme Ouellette qui est avec nous, ça doit prendre quand même une formation, du temps. Est-ce que c'est pour ça aussi que ça met un frein peut-être aux interprètes? Tout à fait, parce que il manque une volonté d'avoir un parcours clair de formation pour les interprètes. C'est une langue qui n'est pas facile à apprendre. C'est sûr qu'il y a des gens qui la connaissent de leur naissance parce que ils ont un parent qui est sourd, donc ils ont toujours communiqué dans cette langue-là. C'est leur langue première.
Mais pour l'apprendre de zéro, ça prend à peu près 5 ans. Oh. Puis pour devenir interprète, donc c'est pas juste de l'apprendre, de la maîtriser parfaitement. Ensuite, il y a toute la formation d'interprète qui s'en vient. Donc, en tout et pour tout, on parle de 7 ans. Ce qui fait que plus tôt on intéresse les gens à cette profession-là, le mieux c'est. Et quand je dis toujours, ce serait le fun que les jeunes connaissent cette profession-là, parce que des fois, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi prendre comme branche, mais si, dès leur jeune âge, ils peuvent communiquer en langue des signes, ça va être facile pour eux autres après pour devenir interprète. Un jeune qui veut devenir médecin, avocat, interprète, ce serait le fun. Ben oui, réaliser ses rêves, tout ça. Puis dites-moi, parce que je vois qu'à travers le reste de l'Amérique du Nord, commençons par l'Amérique du Nord, on dirait qu'on est des cancres au Québec, parce que je regarde aux États-Unis, je fais juste regarder les chaînes américaines. Je vois simultanément des chaînes d'information où il y a couramment des gens qui sont là pour traduire, pour interpréter, excusez-moi, donc les paroles des politiciens, par exemple. On dirait qu'au Québec, est-ce que c'est moi, on manque de structure ou peut-être de ce genre de service-là, ou si vous l'avez un petit peu effleuré, mais... Tout à fait. En fait, il y a quand même une petite volonté. Ça change, les choses changent tranquillement, puis il y a une volonté gouvernementale pour donner un peu d'accessibilité, puis ça, c'est parfait. Sauf que dans d'autres pays, chez nos voisins, par exemple, la langue des signes fait partie de l'éducation. En Ontario, la langue des signes est enseignée à l'école secondaire, dans les choix, dans les cours au choix. Donc, ça met le jeune en contact avec cette langue-là. Donc, ils peuvent choisir l'espagnol ou la langue des signes, par exemple. Ça, ce serait quelque chose de souhaitable ici au Québec aussi. Ça ouvrirait ça ouvrirait l'esprit des jeunes, puis vous pourrez voir qu'il y a d'autres options de carrière, par exemple. Puis, est-ce que aussi ça permet de déstigmatiser aussi certaines choses concernant les non-voyants, les malentendants aussi, le fait qu'on enseigne cette langue-là, justement dans les écoles, dans le cursus scolaire au Québec. On évoque la possibilité parce que vous avez parlé d'Ontario. Donc, est-ce que ça pourrait aussi ouvrir le dialogue aussi, tout ça? Mais ce serait plus normalisé. Oui. L'accessibilité serait plus grande de toute façon parce que ce serait normalisé. Donc, si on pouvait avoir la langue des signes au Québec qui soit officielle, comme une langue reconnue comme une langue officielle, ce serait déjà un début. Ça, ce serait vraiment bien. Mais il n'y a pas que la formation. Hein. Il y a la formation, et il y a aussi le financement qui pourrait aller avec ça. Toute une approche holistique. Nous, de notre côté, on a notre façon de faire. On a aussi nos devoirs à faire. Tous les services d'interprétation, ce qu'on peut travailler, c'est sur la rétention. On peut informer les gens, comme on le fait aujourd'hui, que la profession existe, qu'elle est intéressante parce qu'un interprète, ça touche à toute la vie d'un humain. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un de curieux. Ça, c'est notre devoir de faire. Mais là où on n'a pas le pouvoir, c'est au niveau des financements, c'est au niveau de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut soutenir, mais qu'on ne peut pas faire à la place d'autrui. Et là, devant la situation actuelle qui a une pénurie, bon, à court moyen terme, vous l'avez dit, ça prend 5 ans quand même faire apprendre la langue, donc aux gens comme Mme Ouellette le maîtrise et est capable de reproduire à l'instant à l'écran. Alors, quelles sont les options? Moi, je pense aussi aux personnes qui sont non-voyantes et malentendantes, parce que actuellement, c'est quoi? C'est l'écrit qui leur reste comme façon de communiquer? Ou... Non, c'est pas souhaitable. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus lent. C'est pas tout le monde qui maîtrise la langue française, parce que, disons-le, la langue des signes est une langue. Oui, donc, c'est vrai. C'est maîtriser une autre langue à l'écrit. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. On priorise vraiment l'interprétation. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas accès, mettons que vous êtes malheureusement parmi ce mois-ci, parmi le 10-12% des rendez-vous qui n'ont pas pu avoir lieu. Ça veut dire que c'est à 2 vitesses. Ça veut dire que c'est pas équitable. La personne n'a pas accès de manière équitable aux services de santé et à une participation sociale. Et aussi, ça devient très lourd pour elle, parce qu'elle doit gérer tout ça, mais elle doit aussi demander à ses proches. Donc, ça devient lourd aussi pour les proches. Et les proches qui doivent accompagner quelqu'un à un rendez-vous, qui doivent être au courant de tout ce qui se dit dans ce rendez-vous-là. Et encore là, le proche en question n'est pas interprète. Donc, il faut quand même, c'est une profession, c'est complexe,
il faut que l'interprétation soit juste. Donc, ce n'est pas parce qu'on communique en langue des signes qu'on peut avoir une interprétation juste. Donc, ça aussi, c'est vraiment important d'enlever ce poids, d'enlever cette charge aux personnes sourdes, aux personnes malentendantes, mais aussi à leurs proches. Ouais. Puis donner la crédibilité à l'interprète. L'interprète a un code de déontologie. Il n'est pas supposé de donner d'informations personnelles. L'autre jour, je parlais avec une personne qui était en charge d'une maison, la maison des femmes sourdes. Porter plainte, là, c'est extrêmement personnel, c'est extrêmement difficile. Et si, en plus, on doit le faire avec un proche, ouais. ça devient impossible. Donc, c'est important de faire appel à des professionnels. Je suis d'accord complètement. Puis, tu sais, aussi en disant qu'il y a des personnes, des fois, qui sont isolées aussi, déjà, parce qu'elles sont, non-voyantes, malentendantes, si elles sont âgées, des problèmes, des fois, qui peuvent se développer, problèmes d'autonomie aussi, de se déplacer, autres, déjà, qui s'ajoutent aux conditions aussi de ces personnes-là. Donc c'est tout ça qui entre en ligne de compte et finalement, qui doit... Finalement, je pense que c'est important de valoriser aussi la profession. Hein? C'est ça aussi, c'est de valoriser la profession d'interprète. C'est un peu ça le message aussi, si on en fait un peu la nomenclature, là. C'est en plein ça. C'est valoriser cette belle profession. Puis je mets l'accent sur belle profession. Je travaille avec des interprètes. Il n'y en a pas un qui n'aime pas sa profession. Et il y a des histoires. Bon, c'est sûr qu'il y a un code de déontologie, les gens ne racontent pas les histoires des gens, mais ils sont contents d'avoir donné l'accessibilité. Faire œuvre utile. Oui, c'est essentiel. Je vous parlais tout à l'heure du juridique, du judiciaire. C'est absolument essentiel que ce soit des interprètes formés pour donner l'accessibilité communicationnelle, surtout dans des conditions qui sont aussi délicates que la justice ou même les urgences. Une urgence, là, ça peut être des fois vie ou de mort, là, 911, là, avec un interprète, c'est important, là. Tout à fait. Non, ça devient capital, d'une importance capitale. Merci de l'avoir rappelé. Je vous invite déjà à l'automne prochain. J'ai envie de savoir que ce message sera entendu et qu'on pourra faire un suivi dans le développement de votre sortie aujourd'hui. Bon, bien, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Bel été.